Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, enfin, après 4 mois, je reviens avec un bilan culturel. C'est un format que je faisais tellement avant et que j'adorais faire, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de formats comme ça qui se développent sur Instagram ou sur YouTube avec des gens qui racontent plein de choses hyper intéressantes, donc vous pouvez aller vous informer auprès d'autres bilans culture. Et c'est vrai que parfois je me dis à quoi bon vous faire un bilan culture si c'est juste pour vous parler de films, parce que c'est vrai que je consomme beaucoup plus de films qu'avant et du coup le bilan culture serait moins diversifié. Mais là ça fait quand même un sacré moment que j'en ai pas fait et on est en période de confinement et je sais que c'est un des formats que vous préférez sur ma chaîne, alors je me suis dit que pour vous faire plaisir j'allais revenir avec des petites recommandations. J'ai essayé de prendre un peu des trucs de différents médias, de différents formats et j'espère ne pas être trop longue et vous donner des envies pour ce confinement. Je vais commencer d'abord par vous proposer 4 comptes Instagram qui sont des comptes Instagram qui partagent leurs découvertes culturelles et du coup si vous êtes en manque de mes bilans culture vous trouverez plein d'informations là-bas. Il y a le compte de Lison des Chroniques qui fait donc des chroniques sur les productions audiovisuelles, les livres et d'autres choses culturelles qu'elle a rencontrées. Il y a un site internet à ce que je vois que j'ai jamais regardé mais je vous mettrai le compte en barre d'infos. Il y a aussi Cécile Blondy qui est une autre jeune fille qui elle fait aussi des bilans culture mais un peu plus diversifiés parce qu'elle montre aussi notamment des œuvres d'art qui lui ont beaucoup plu, des moments qui lui ont plu et elle a une esthétique de malade qui est vraiment hyper jolie, donc chacun de ses bilans culture qui est fait par post un peu de story Instagram est juste trop beau. On a le compte de Pepper Dwyer, là aussi c'est encore une jeune fille qui nous fait des articles de ses découvertes et elle écrit notamment sur la culture, ce qui l'inspire, des comptes Instagram, des bouquins et tout ça, donc pareil je vous mets le lien en barre d'infos. Et enfin le dernier compte Insta dont je voulais vous parler c'est le compte The Love Cœur, donc c'est un compte d'une jeune fille qui interviewe en fait des gens qu'elle aime bien avec des petites questions et elle fait une super jolie mise en page sur son compte Instagram. C'est aussi un projet qui est né pendant le confinement et j'ai eu la chance d'être interviewée et d'avoir eu l'occasion de répondre à quelques questions. J'ai trouvé ça tellement plaisant comme moment de pouvoir répondre à ça et de me plonger là-dedans et de penser à autre chose qu'au confinement. Et je trouve que c'est hyper joli aussi esthétiquement et que ça donne des envies en fait vu que c'est à travers le portrait de certaines personnes et qu'elles parlent d'endroits, de livres, de films, de choses apaisantes, réconfortantes qu'elles ont aimées. Ça donne aussi quelques références même si ça va pas en profondeur. Je trouve cette page Instagram très jolie donc je vous conseille d'aller vous y abonner. Pour ce qui est des podcasts, j'en ai pas découvert beaucoup parce que comme vous savez il y a déjà beaucoup de formats que je suis quotidiennement et ça prend mine de rien du temps. Mais s'il y a des choses que je peux vous recommander dernièrement que j'ai découvert, il y a le dernier podcast de Louis Média qui s'appelle Travail en cours qui discute de ce qu'est le travail et c'est vrai que pour moi c'est hyper intéressant de réfléchir là-dessus parce que j'ai vraiment un rapport au travail qui est étrange dans la mesure où j'ai toujours des tafs qui sont un peu bancales, j'ai un peu abandonné le système du CDI, je me considère un peu comme une artiste et être artiste c'est pas être payée pour le moment donc c'est vrai que moi j'ai un rapport au travail qui est hyper bizarre et le premier épisode qui était une interview de Clémence Bodoc qui a été rédac chef chez Mademoiselle pendant longtemps m'a fait énormément bien et m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses sur mon rapport au travail et sur la place qu'il avait dans ma vie mais aussi dans la société. Et franchement j'ai hâte de découvrir les prochains épisodes parce que c'est vraiment un truc sur lequel je m'interroge avec mon statut auto-entrepreneur, ce projet de chaîne YouTube, mes tafs à gauche à droite. C'est vrai que pour moi le travail c'est un peu compliqué, je vais pas vous mentir. Et en parlant de Clémence Bodoc, il y a aussi son podcast que j'ai découvert très récemment qui s'appelle Tuto Conquérir le Monde, qui est un podcast génialissime parce que c'est vraiment un programme pour en fait faire ce que tu as envie de faire dans la vie et avoir des armes pour conquérir le monde et je trouve ça vraiment génial. Et en fait en fonction des jours, il y a différents formats. Il y a notamment un format qui te parle de questions d'actualité, il y a un format qui te parle d'un débat de société et du coup qui te donne les armes pour pouvoir parler sur ce débat et je trouve ça trop bien parce que moi parfois c'est ce qui me manque quand j'essaye de défendre des arguments sur des sujets qui me tiennent à cœur parce que je suis trop exubérante et trop radicale dans mes propos et du coup ça m'aide vraiment à avoir des cartes en main pour pouvoir expliquer ce que je ressens et ce que je pense. Il y a aussi l'explication d'un concept au début de semaine, que ce soit la confiance en soi, etc.
Et ensuite il y a les travaux pratiques, donc c'est comment faire un peu un exercice pour appliquer ce qu'on a appris la veille. C'est comme un peu un cours, un programme que tu suis à l'audio pour essayer de conquérir le monde et avoir des armes en main. Et je trouve ça absolument génial, et la manière dont c'est conçu et ce qui y est raconté. Et j'ai découvert ça très récemment, mais c'est vraiment un programme que j'ai envie de suivre. Je l'ai pas fini du tout, pour le moment on en est quand même à 17 chapitres en gros, et moi j'en suis pas là, mais je trouve ce podcast vraiment génial pour apprendre des choses, questionner les choses et se sentir plus forte sur plein de trucs qui nous entourent, et pour comprendre le monde et pour comprendre quelle place on peut avoir dans celui-ci et comment s'y ancrer et comment faire de nos valeurs, de nos envies, de nos convictions, notre réalité de tous les jours. Donc je trouve ça trop bien. Et il y a un dernier podcast dont je voulais vous parler, c'est le podcast Le Goût de M, qui est un podcast qui a été fait par M le magazine, donc du Monde, qui est aussi un journal que je vous recommande parce que niveau direction artistique c'est assez mortel. Et donc là, ce podcast là, c'est une journaliste qui va chez des personnalités connues, que ce soit des acteurs, des chanteurs, des auteurs, et ils lui font visiter leur appartement, et pendant ce temps-là elle pose un peu des questions, et du coup ça permet de rentrer dans une forme d'intimité de l'artiste qui nous raconte des anecdotes sur sa maison mais aussi sur lui, sur son travail et tout ça. Et je trouve ce format hyper intéressant. Je suis pas trop fan de la voix de la journaliste, mais il n'empêche que c'est un super format que j'aurais rêvé d'inventer, parce que pour moi c'est hyper important l'intérieur de ce que ça raconte de quelqu'un, son intérieur chez lui en fait, sa maison. Et j'ai été particulièrement touchée par l'épisode de L'Homme Pâle et l'épisode de Édouard Louis, qui est un auteur de romans. Franchement c'est vraiment super, et c'est que des gens que j'aime mais qui sont de plein de milieux différents. Il y a notamment eu Ariane Ascaride, il y a eu Christian Louboutin, il y a eu Isabelle Marant, enfin bref. C'est vraiment top, c'est un format que j'adore et que je suis depuis qu'il a été créé. En parlant de podcast, je l'ai recommandé sur Instagram, mais si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande vivement la vidéo de Julie, ma copine belge, qui a aussi une chaîne YouTube, tout est mis en barre d'infos, qui a fait une super vidéo pour vous expliquer comment écouter des podcasts, sur quelle plateforme, mais qui a aussi fait un débrief des 40 podcasts qu'elle écoute au quotidien, et elle a classé ça par catégorie. Donc franchement, c'est une bible du podcast et c'est super bien fait. Donc si vous n'êtes pas familier avec le format, c'est une super introduction. Ou si vous l'êtes mais que vous cherchez des nouvelles références, c'est vraiment une mine d'or. Donc je vous mets ça en barre d'infos. Pour ce qui est des romans graphiques, j'en ai beaucoup en stock, mais j'en ai fini vraiment que un, donc je peux vous parler. C'est le roman graphique Senso de Alfred, qui raconte l'histoire d'un monsieur qui se retrouve par hasard en Italie un été dans un hôtel, et qui assiste à un mariage et il rencontre une jeune femme. Et c'est un peu ce week-end hallucinant, détaché de tout, dans la canicule, dans l'ambiance de l'Italie, dans cette ambiance de fête, de mariage, et en même temps dans sa solitude de mec perdu qui s'est retrouvé là par hasard. Et c'est gracieux, je sais pas comment dire autrement, mais c'est flottant, c'est léger, c'est agréable, c'est doux, en même temps c'est piquant, c'est très beau. C'est pas des personnages qui pour une fois sont des jeunes ados ou des jeunes adultes. Moi j'ai tendance à aller quand même beaucoup vers ça. Là c'est juste des personnes normales de 40-50 ans, et ça fait aussi beaucoup de bien je trouve cette narration là. Donc j'ai adoré cette BD et je vous la recommande 1000 fois. Pour ce qui est des séries, j'en regarde pas beaucoup, mais le confinement m'a remise la tête la première. Il y a quand même une série que j'ai découverte il y a déjà quand même 4 mois, que j'ai saignée et que j'adore absolument. J'en ai aussi parlé sur Instagram et dans l'émission Popcorn. C'est la série Big Mouth, qui est un animé Netflix américain, et c'est comment des jeunes gens traversent leur adolescence accompagnés de leurs monstres hormones. Et donc ça traite de tous les sujets de l'adolescence, que ce soit les règles, la découverte du désir, les premières galoches, le premier rapport sexuel, les premières branlettes, la rencontre avec la pornographie, la rencontre avec la dépression, les émotions qui se multiplient et tout ça. Et c'est d'une intelligence, c'est exceptionnel, et en même temps c'est à mourir de rire. Vraiment cette série elle me fait du bien parce que elle est féministe, elle est engagée, elle est touchante, elle est drôle,
Franchement les personnages sont trop cool, c'est hyper éducatif et c'est jamais trop dans les clichés, ou quand c'est dans les clichés c'est tellement assumé et tellement humour que ça passe tout seul. Donc je vous la recommande, même si vous n'êtes pas fan d'animé de base, et bah franchement moi non plus c'est pas trop mon délire, mais là la tête la première c'est un délice. Il y a une autre série que j'ai saignée pendant le confinement, c'est la série Girls de Lena Dunham, une série qui a été commencée en 2012 et finie en 2018, qui fait 6 saisons de 10 épisodes pour chaque saison. Donc c'est l'histoire de 4 nanas américaines qui vivent à New York et qui traversent leur vingtaine en fait. Et j'aime cette série parce que je m'y retrouve tellement, dans tellement de sujets. Je me suis vraiment beaucoup identifiée au personnage et au fait qu'ils soient un peu paumés et qui savent pas trop quoi faire de leur vie, qui savent pas quoi faire de leurs relations amoureuses, de leur appartement, de leurs études, de leur métier, et qui soient un peu dans cette errance et en même temps dans ce narcissisme absolu, voilà, qui est aussi quand même une de mes problématiques, on va pas se mentir. Et il y a beaucoup, en fait le personnage principal, Anna, est joué par Lena Dunham qui a écrit et réalisé la série, donc c'est quand même vachement autobiographique, en tout cas on le sent, et parfois ce personnage est insupportable, mais vraiment insupportable parce qu'elle a beaucoup de... Enfin voilà, ouais, elle est totale auto-centrée, elle a beaucoup de problèmes et tout ça, et en même temps on peut pas s'empêcher de s'identifier un peu à elle ou aux autres qui sont aussi tellement à l'extrême dans leur côté négatif, qu'au bout d'un moment t'es obligé de te dire bah ouais mais en fait ces personnalités là, moi aussi j'ai des personnalités de ce type là qui m'entourent dans mon quotidien, et moi aussi je peux avoir ce défaut ou cette qualité. Et je sais pas, j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que je trouve que c'est une série qui parle beaucoup de ma génération, ouais je dirais 25 ans en gros, et de ces questions et de ces up and down qu'on traverse, et de la... pas de la maladie mentale, mais si quand même de la maladie mentale, des crises d'angoisse, de l'angoisse que c'est la vie, tout simplement, des chagrins et tout ça. Donc moi j'adore la première saison, j'aime beaucoup la fin de la saison 3, je trouve qu'il y a quand même un mou entre la saison 2 et la saison 3. Mais 3-4 c'est vraiment super. Bon 5-6 tu les fais parce qu'il faut les finir. Dans la 5 il y a quand même des histoires de couple qui sont intéressantes. Mais je trouve ça agréable, j'aime bien l'esthétique, j'aime bien ce que ça raconte, j'aime l'attachement qu'on a des personnages, j'aime leur évolution qui n'est pas complètement improbable, et j'aime qu'ils soient eux-mêmes tout le long. De la saison 1 à la saison 6, il n'y en a aucun qui fait un pas de géant de la progression absolue. Et en fait dans le travail de leur personnalité, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est fait, qui est gardé, qui est assumé, même si c'est encore un peu extrême parce que c'est un peu exagéré. Il n'empêche que ça reste eux dans ce qu'ils sont dans leur profondeur, et je trouve ça quand même assez intéressant. Une autre série que je vais vous recommander, même si je n'en suis qu'au 2e épisode, mais je les ai défoncés cette nuit et ça, je sens que ça va être oufissime, c'est la série Big Little Lies. C'est une série qui date, qu'on m'a conseillé des milliards de fois, mais qui est dispo sur OCS, et grâce au confinement j'ai accès à OCS. Donc c'est 2 saisons de 7 épisodes chacune des saisons. C'est avec un casting de femmes de malades mentales, et ces femmes jouent des mères de famille dans un village, enfin village non, dans une ville en bord de mer californienne. Et en gros ces femmes là elles ont des enfants qui sont en CP, et il y a une mésaventure qui se passe entre des enfants du CP, et ça va donc créer la guerre entre les mères. Et dès le premier épisode on comprend qu'il y a un meurtre, mais on sait pas qui, quoi, comment, pourquoi. On va le découvrir après. Mais sur la narration, le suspense, le scénario, la direction de la photographie, c'est sublime, c'est trop bien. Reese Witherspoon, elle a un personnage qui est malade, vraiment trop cool, hyper vrai et hyper représentatif de ce que c'est que les États-Unis. Et cette série elle a l'air trop bien, j'ai hâte de la finir. Vraiment je pense que c'est pépite, donc je voulais vous la recommander aussi. Pour ce qui est des spectacles, même si malheureusement vous pourrez a priori pas les voir tout de suite vu qu'on est en période de confinement, mais j'espère que vous noterez ces références quelque part et que vous irez soutenir ces artistes plus tard quand leurs spectacles seront reprogrammés. Je pense notamment à Laurent Siama, le petit frère
de Céline Sciamma, donc la réalisatrice, qui a fait un spectacle qui passait au Café de la Gare qui s'appelle Bonhomme, qui est un des plus beaux spectacles humoristiques que j'ai vu de ma vie. C'est d'une intelligence folle puisque ça parle de féminisme et de la place de l'homme avec ce sujet-là et de cette lutte-là et du quotidien des femmes, mais à travers le regard d'un homme qui essaye de tout faire pour être féministe et pour pour assumer cette égalité. Il a été petit frère de 2 grandes sœurs, il n'est pas particulièrement efféminé mais il n'est pas l'archétype du mal. Et il parle de tout ça en fait, de sa sensibilité, à quel point il a eu du mal à l'exprimer, à quel point il a dû lui aussi se placer face à cette question-là de la masculinité imposée et des normes de ce que c'est qu'être un homme. Et c'est mais brillant, enfin l'écriture est sublime, l'interprétation aussi, il est trop touchant, tu te marres tout le temps et en même temps de te marrer tu réalises à quel point le problème est là, le patriarcat est présent, il écrase et à quel point c'est horrible et il y a encore tellement de choses à défaire dans les familles, dans les schémas, dans la société de manière générale, que c'est aussi très lourd émotionnellement et que c'est vraiment très fort. Enfin, j'ai adoré ce spectacle avec vraiment un sentiment de... Quand j'en suis sortie, j'étais pas soulagée du tout. J'étais très inquiète et en même temps j'avais beaucoup ri et j'étais très touchée, très émue qu'il se soit approprié ce sujet-là et je me suis dit en fait il y a grave de l'espoir si ce mec arrive à faire ça et si tout le monde voyait ce spectacle, on avancerait déjà de malade et de faire passer ses idéaux politiques à travers un spectacle humoristique, c'est vraiment génial. Et je pense que je vais aller revoir le spectacle à un moment quand je l'aurai un peu trop oublié parce que c'est merveilleux, c'est vraiment une immense réussite pour moi, donc courez dès que possible au théâtre voir le spectacle Bonhomme de Laurent Sciamma. Un peu dans la même lignée mais pas tout à fait, je vais vous parler d'un autre spectacle de théâtre. Cette fois-ci c'est un seul en scène qui s'appelle Les Chatouilles. Je pense que vous en avez déjà entendu parler puisque cette pièce elle existe depuis des années et qu'elle a même été adaptée au cinéma avec Karine Viard notamment qui le portait et Pierre Delalongchamp à l'affiche. Et donc c'est un seul en scène qui a été écrit par une femme et c'est autobiographique puisque ça raconte l'histoire de comment elle s'est fait abuser sexuellement enfant et comment elle se reconstruit adulte. Et alors que c'était elle qui interprétait le spectacle pendant plusieurs années, là elle a donné... elle a donné son rôle à une autre actrice dont je me rappelle plus le nom et c'est vraiment dommage parce que elle est exceptionnelle aussi et je vous le rajoute sur l'écran. Donc sur ce seul en scène, elle interprète plein de personnages différents. La victime à l'âge d'enfant, à l'âge d'adolescente, à l'âge d'adulte, la mère de la victime, la psychologue de la victime, le père de la victime, la maîtresse de la victime. Et c'est aussi un spectacle qui est extrêmement bien joué, qui est très juste aussi sur plein de choses. Il est interprété à merveille parce que changer autant dans son mouvement, dans sa diction, dans son positionnement sur une scène et arriver à nous faire nous imaginer autant d'ambiances, de salles, de tableaux différents, c'est super fort et c'est super bien fait. Pour moi c'est pas un spectacle qui est totalement, absolument parfait parce que parfois il y a des petits trucs d'écriture qui sont un poil exagérés à mon avis et qui sont un tout petit peu too much pour moi. Mais ça c'est vraiment très personnel, sinon c'est quand même une interprétation de dingue et un sujet très touchant et une super écriture et une super narration aussi de l'histoire assez poétique, poignante et vraiment ouais, touchante à voir. Donc je vous recommande vivement d'aller voir ce spectacle qui est d'ailleurs, je sais pas où ça en est là, à cause du Covid, mais je sais que c'était un spectacle qui tourne depuis plusieurs années et je suppose que ça va encore marcher et tourner. Donc encore une fois, gardez la référence et allez voir ce spectacle plus tard. Et du coup je voulais remercier encore une fois Sarah qui a eu la gentillesse de m'inviter pour voir ce spectacle. Si jamais vous bossez dans des théâtres, dans des cinés, dans des boîtes de prod, dans des maisons d'édition que vous voulez me faire lire ou voir des choses, n'hésitez pas, c'est vraiment avec grand plaisir que je fais ça. Donc n'hésitez pas, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, merci Sarah. Je vais vous parler maintenant d'une catégorie que j'aborde pas souvent mais que j'avais envie d'aborder ici parce que c'est du contenu qui m'a fait un peu réfléchir et qui est accessible gratuitement sur internet. C'est du YouTube. C'est vrai que je consomme de moins en moins de YouTube parce que je trouve qu'il y en a beaucoup et que ça se ressemble un peu et que c'est un peu un too much d'informations.
Et je crois que j'ai un gros problème d'attention en ce moment. Le coronavirus n'arrange rien vu que je passe ma journée enfermée, pas à broyer du noir forcément, mais juste devant un écran en grande partie. Et le fait d'avoir beaucoup plus de sollicitations maintenant qu'avant sur les réseaux sociaux, via Instagram et tout ça, fait que j'ai des troubles de l'attention de plus en plus présents. J'y travaille et donc que j'ai beaucoup de mal à suivre YouTube et à regarder YouTube parce que ça me déborde un peu, mais j'ai vu quand même 2-3 trucs super dont je voulais vous parler. Il y a notamment la chaîne des artisans de demain. Si vous connaissez pas, c'est quand même une chaîne qui a atteint 100 000 abonnés la semaine dernière. C'est un couple qui voyage de manière différente, de manière plus slow et plus responsables. C'est des gens qui ont traversé tout le continent africain avec leur 4x4 dans lequel ils ont une tente et tout ça, et en gros ils parcourent tout le continent et ils en font un peu des documentaires. Quand ils vont dans un pays, ils s'interrogent vraiment sur la culture du pays, ils rencontrent des gens localement, des territoires et tout ça, et ils prennent vraiment le temps de voyager, pas comme des touristes mais en s'imprégnant de toute la culture des endroits où ils vont. Et ils sont aussi allés en Éthiopie, ils sont allés au Pakistan là dernièrement, ils sont allés donc au Liban, ils sont allés vraiment dans plein d'endroits et leurs vidéos sont sublimissimes et c'est des vrais petits documentaires hyper jolis sur comment voyager alternativement et découvrir une culture qui nous est pas du tout montrée de cette manière-là par les journaux et les médias qui existent et qui sont formels un peu. Et j'adore leur sincérité, j'aime comment ils partagent avec les autres, j'aime l'amour et la qualité qu'ils mettent dans leurs vidéos pour témoigner d'autres vies et d'une autre manière de voyager qui est tellement plus intéressante. Et ça fait vraiment remettre en perspective la manière dont on voyage, même moi ça m'a beaucoup fait réfléchir sur mon voyage en Birmanie ou autre, mais sur ce fait que ouais bah voilà, on prend des guides, on va toujours sur les points touristiques alors que et on essaye de faire le maximum en le moins de temps possible. On fait des voyages de 3 mois où on se dit un mois ici, un mois ici, un mois ici, alors que faudrait juste se laisser porter et vraiment prendre le temps. Donc je vous recommande à 1000% d'aller voir cette chaîne là. Il y a une autre chaîne qui a été réouverte récemment mais qu'en fait je connaissais pas quand elle existait à l'époque. Il s'agit de Reva. Reva en fait c'est une copine de la revue parce qu'on s'est retrouvés grâce à une autre copine à bosser ensemble sur un tournage et depuis on est devenus amis. Et en fait Reva fait un journal de confinement avec ses colocs dans le 18e à Paris où elle raconte un peu ce qui lui traverse l'esprit pendant ces jours de confinement sous format de vlog un peu expérimentaux. Mais je trouve ça super joli, j'aime la sensibilité de Reva beaucoup. Elle fait aussi du cinéma et je pense, j'espère en tout cas, que cette chaîne après confinement aura aussi une existence. Donc je vous invite à aller suivre sa chaîne YouTube. Une autre vidéo que j'ai beaucoup aimée d'une youtubeuse que j'aime aussi beaucoup, c'est Kristen Leo, je vous en ai déjà parlé, c'est une jeune femme grecque qui parle beaucoup d'écologie et qui se veut vraiment influenceuse écologie, végane, zéro déchet, transition écologique à mort, mais qui fait ça avec la esthétique YouTube et donc c'est super intelligent parce qu'elle te donne envie et en même temps elle te vend un mode de vie alternatif, donc elle est cool. Elle est assez radicale dans ses propos mais elle est quand même très cool et elle parle tout le temps en anglais. Et j'avais remarqué sur Instagram qu'elle avait participé à une émission de télé-réalité grecque et je comprenais pas trop et j'avais cru comprendre que c'était en mode chaque semaine ils devaient faire des looks et que elle du coup pour lutter contre la fast fashion elle faisait des looks vintage uniquement. Et donc elle a fait sa vidéo bilan de pourquoi elle a participé à cette télé-réalité et ce qui s'est vraiment passé dans cette expérience. Et j'ai trouvé ce témoignage très intéressant et dans la démarche et dans l'explication du programme et dans sa conclusion. Et je vous invite vraiment à aller découvrir cette vidéo qui dure 30 minutes parce que ça parle notamment de comment utiliser les outils de notre société qui existent pour défendre ses idées politiques à haute voix quand on fait partie des minorités. Donc là en l'occurrence utiliser la télé-réalité pour défendre des idées totalement contraires qui sont des idées de décroissance, de consommation alternative, d'économie circulaire et tout ça, de réemploi etc. Et de manière générale si vous voulez aller voir son travail, je vous invite aussi à checker sa chaîne parce que c'est quand même du très bon contenu de très bonne qualité. Et enfin la dernière chose, c'est un peu le bonus vidéo parce que c'est deux artistes que j'adore qui ont fait une vidéo que j'aime encore plus. Il s'agit de Leonard Cohen pour son clip Moving On, enfin pour son son Moving On qui a été clippé par Harley Weir qui est une photographe
qui fait partie de mes photographes préférés, enfin si ce n'est ma photographe préférée. J'adore absolument son travail, et alors qu'elle mélange son travail avec celui de Leonard Cohen égale extase artistique absolue pour moi. Donc c'est un petit objet qui m'a fait énormément de bien et qui m'a beaucoup inspirée ces derniers temps. Et enfin, pour terminer ce bilan culture, et parce que un bilan culture sans film avec Jeannot n'aurait pas été possible, je vais aborder quelques films que j'ai vus ces derniers mois qui m'ont beaucoup touchée. Je vais essayer d'être concise et précise pour vous dire le max de films possible, tout en vous donnant envie de les regarder parce que c'est quand même ça l'important, et en vous expliquant un peu pourquoi ça m'a touchée ou émue. Le premier, c'est Les Roseaux Sauvages de Téchiné, qui est un film de 95 qui de base devait être un téléfilm pour Arte. C'est l'histoire de 4 adolescents qui vont avoir leurs résultats du bac. Les garçons sont en internat, il y a aussi une jeune fille, donc Maïté, Serge, François et Henri. Et donc c'est comment se passe ce début d'été qui arrive, ce passage à l'âge adulte et cette fin d'été entre eux. Et c'est un cinéma qui m'a beaucoup plu parce que c'est un cinéma qui est encore très proche de ses personnages, qui est beaucoup sur la peau et les sensations, sur le soleil, sur l'eau, sur les baisers, sur le désir, en même temps un peu sur la violence. C'est un très beau film interprété par des acteurs de malades qui sont jeunes, qui sont pleins de vie. Ça m'a fait penser à Sherazade, ça m'a fait penser à Mektoub. C'est un film solaire avec des acteurs de fou. C'est tous les thèmes que j'aime, c'est la sensibilité que je préfère. Donc je vous recommande ce film. J'ai aussi vu Elephant de Gus Van Sant, ça c'est un grand classique de 2003. C'est l'histoire d'une tuerie dans un collège américain où en fait on suit une matinée les personnages d'un lycée, et en fait le montage est un peu en alternance. En fait il faut se dire qu'on a un plan du lycée avec des protagonistes un peu de partout comme dans un Cluedo, et que la caméra elle va suivre chacun d'entre eux dans leur parcours. Ce qui fait que dans le montage on peut réunir des moments parce que ça se passe dans un espace-temps sur une matinée à peu près, et du coup à un moment du film on va avoir la caméra qui suit ce personnage là et qui arrive là, et un autre moment du film plus tard on va avoir cette autre caméra qui va passer ici, du coup qui va rencontrer le chemin précédent qu'on avait rencontré ici, etc. pour un peu poser tous les pions et la base de ce terrain de jeu entre guillemets de tous ces adolescents dans ce lycée qui finalement font rien d'autre qu'une journée totalement banale et qui vont assister à un événement totalement phénoménal qui est une grosse tuerie. Et en fait scénaristiquement il n'y a pas grand chose qui se passe, mais c'est justement parce qu'il se passe rien et qu'on suit ces personnages placés comme ça dans ce décor, la manière dont c'est posé pendant une heure, tous ces gens à tel endroit, etc., qui pose une ambiance latente, hyper tendue, et en même temps qui arrive tellement bien à transmettre c'est quoi la vie de tous ces adolescents là, et du coup quelles vies vont disparaître de manière instantanée à cause d'une tuerie. Et sur ce que c'est que ça, que la tuerie, l'attentat, l'instantanéité d'une vie qui s'arrête, c'est super bien fait. En tout cas moi j'ai adoré, et scénaristiquement c'est une structure que j'avais pas beaucoup vue ailleurs, qui je pense d'ailleurs est assez particulière et assez exceptionnelle, et qui vaut vraiment vachement le coup d'être vue. Donc je vous recommande très fortement ce film là, d'autant plus qu'il a une photographie qui est aussi sublime, donc super intéressant. J'ai vu le film American Honey de Andrea Arnold, qui est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Star, qui a 17 ans et qui est en fait un peu, pas vraiment SDF, mais en tout cas elle est vraiment dans la misère profonde, et un jour elle rencontre une bande de jeunes qui se baladent en camionnette et ils lui proposent de se joindre qu'elle se joigne à eux. Et elle y va pour fuir sa vie de misère, et en fait il s'avère que c'est une espèce de gang de jeunes gens qui traversent les États-Unis pour vendre des magazines en faisant du porte-à-porte. C'est un peu une arnaque, mais il s'avère, je sais même pas si c'est une arnaque, j'ai pas trop compris, mais il s'avère qu'à la fin ils gagnent des sous et qu'ils peuvent vivre comme ça en se baladant dans le pays, de motel en motel, tous ensemble. C'est quand même une vie très précaire avec que des jeunes qui sont très précaires, mais c'est un peu le mieux que rien. Et donc on les suit sous cette forme un peu de road trip, mais qui est en même temps une love story parce elle tombe amoureuse d'un garçon, et c'est sur eux, sur ce qu'ils sont, sur aussi un portrait des États-Unis et de cette génération de jeunes gens là. Et la photographie est
à se taper le cul par terre, c'est vraiment sublime. L'interprétation est folle, il y a Shia LaBeouf que j'adore absolument. C'est très beau, c'est maîtrisé parfaitement sur le scénario. Il n'y a pas de longueur, c'est bien, les personnages sont bien, l'ambiance est bien. Tout est bien, c'est vraiment un film très réussi à mon avis. J'ai vu Amour de Haneke, qui est l'histoire d'un couple dont la femme est atteinte d'Alzheimer et dont le mari doit s'occuper mais doit aussi faire face à la maladie et donc à la perte de souvenirs. C'est un très beau film, c'est pas du tout la même ambiance que les films précédents, mais c'est un très beau film qui est aussi maîtrisé à la perfection, qui aborde ce sujet de Alzheimer très bien. C'est très touchant, c'est poétique, en même temps c'est terriblement froid. Mais c'est beau et ça vaut le coup, donc je vous recommande aussi ce film là. J'ai vu Rosetta des frères Dardenne, je n'aime qu'à moitié le cinéma des frères Dardenne. En fait c'est soit j'adore soit j'aime pas. Leur dernier film pour moi a été une abomination totale. Pourtant j'ai beaucoup aimé Deux jours une nuit et celui-là, Rosetta, qui date de 95 et qui a eu des prix je crois à l'époque, m'a beaucoup plu. C'est l'histoire encore une fois d'une jeune fille en précarité, en galère. Dis donc c'est vraiment le thème hein. La précarité et la galère des jeunes filles qui deviennent jeunes femmes adultes. Identification 4000. Et donc Rosetta, elle habite dans une caravane avec sa mère alcoolique, elle ne veut pas trop le montrer et elle cherche un travail et en fait elle n'arrive pas à trouver un travail et elle galère. Et donc c'est juste l'histoire de cette jeune femme qui vit dans une caravane et qui galère du fait de la société et c'est terrible mais c'est un portrait d'une réalité et c'est très bien réalisé aussi. Encore une fois un cinéma très proche de son personnage avec beaucoup de caméras à l'épaule, pas tant de dialogue que ça mais beaucoup de mouvements, de quotidien, d'épuisement et c'est le genre de mise en scène que j'aime beaucoup. Un film que j'ai adoré, qui fait partie à présent de mon top 10 des meilleurs films ever, c'est The Square, qui a gagné le prix du jury ou la Palme d'Or, je ne sais plus, en 2017 à Cannes. C'est l'histoire d'un homme qui est directeur d'un musée d'art contemporain. Et donc c'est un portrait de ce qu'est l'art contemporain tout en étant un peu une chronique de sa vie. C'est tellement bien, c'est tellement drôle, c'est vraiment un film d'intello par contre je trouve, mais c'est exceptionnel. Si tu captes l'humour, c'est exceptionnel, je sais pas quoi dire de plus parce que niveau scénario il n'y a pas grand chose, niveau esthétique c'est pas non plus ultra, il n'y a pas un bête de parti pris, mais il y a quand même une esthétique hein, très claire, mais c'est vraiment de l'art contemporain, dans l'art contemporain, expliquer l'art contemporain sans foutre totalement tout en l'assumant à 1000%. Et c'est ultra intelligent, vraiment, j'ai trop aimé ce film. J'ai vu de Clint Eastwood Sur la route de Madison que je n'avais jamais vu, mais dans lesquels Meryl Streep est à tomber par terre, elle est sublime. Bah, Clint Eastwood aussi, c'est l'histoire d'un amour passionnel en été. Je veux pas vous en dire plus, mais c'est si beau, j'ai tellement pleuré, c'était tellement beau, ça fait tellement du bien. Je connaissais peu le cinéma de Clint Eastwood et ça m'a fait plaisir, enfin, c'était un très bon film que j'ai beaucoup aimé. Et la performance de Meryl Streep est malade, donc allez voir ce film si vous avez besoin d'un film d'amour qui vous déchire le cœur et qui en même temps vous fait voir que la vie c'est merveilleux. J'ai vu Monos, un film qui est sorti très récemment, qui est un film pas expérimental mais qui est très particulier parce que c'est un film qui suit des jeunes gens en Colombie qui font un peu partie pas d'une secte ni d'un camp militaire, on comprend pas trop ce que c'est, on pourrait peut-être un peu les associer à des FARC mais on comprend pas trop l'entité que c'est. C'est des jeunes qui vivent un peu dans la cambrousse, qui sont un peu dans un système d'autodéfense et de survie, qui ont des hôtes, une vache et une américaine. Mais tu comprends pas leur but si ce n'est cette survie entre jeunes et du coup c'est hyper sauvage, vraiment c'est très sauvage et c'est un peu aussi violent et un peu sale de boue et un peu, comment dire, jeune et libre et fort et assumé, et ça l'est aussi dans la réalisation du fait de bruit. Beaucoup de travail sur le son, de travail sur les sensations aussi avec les matières, les paysages, l'environnement en fait physique qui est la cambrousse, la forêt, la grotte, l'eau et
c'est tellement particulier que pareil, c'est pas un film qui s'explique, c'est un film qui se vit et c'est une expérience de cinéma. Et c'est une expérience de cinéma que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle est à part. C'est vraiment un objet, un film objet qui se fondrait pas dans notre réalité tout en n'étant pas du tout de la science-fiction ou quoi que ce soit. C'est vraiment une bulle étrange de ce que vivent ces jeunes sauvages et qui pourtant sont pas si sauvages parce qu'on s'identifie beaucoup à eux quand même, mais c'est vraiment un objet particulier. Mais encore une fois, la photo est trop belle et c'est un film expérience que je vous conseille si vous avez l'occasion de le voir. Je pense pas que c'est un film dont on parlera beaucoup et malheureusement il n'a pas eu de chance vu qu'il est sorti en salle juste avant le confinement. Mais si vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas. J'ai vu de Xavier Dolan Tom à la ferme qui pour moi est un de ses meilleurs films que j'avais jamais vu mais qui est un peu un thriller angoissant vraiment exceptionnel. C'est adapté d'une pièce de théâtre ou d'un roman, je sais plus, mais en tout cas c'est une adaptation et c'est très bien. On dirait pas trop du Dolan, en tout cas c'est pas trop les codes du Dolan et en même temps c'est lui, c'est totalement lui, il joue même dedans, mais c'est vraiment bien. J'ai trouvé que c'était vraiment du cinéma mature et bien fait, bien ficelé. Encore une fois, c'est pas trop un film qui se raconte, mais ça fait stresser. C'est encore une fois un très bon film quoi, où t'as pas grand chose à dire parce que la photo est trop bien. En fait, tu sais que c'est le film de son réalisateur et que c'est une réussite de ce réalisateur. Donc pour moi c'est un film que vous pouvez aller voir sans hésiter parce que c'est vraiment réussi. Le dernier film dont je vais vous parler, c'est aussi un film assez récent d'un autre réalisateur que j'aime beaucoup. Et c'est encore du film social contemporain qui raconte la galère dans ce monde. C'est Gloria Mundi, le dernier film de Robert Guédiguian. Si vous ne connaissez pas le cinéma de Robert Guédiguian, c'est du cinéma social enfin il est en gros de gauche, de milieu ouvrier et il raconte les disparités de classe en France depuis 50 ans. Il fait quasiment que des films sur ça, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il fait un très beau portrait de nos sociétés je trouve. Souvent en tout cas il suit des familles et plusieurs personnages d'une famille pour un peu faire un portrait pas de génération mais d'un moment. Et avec les différentes générations de ce moment-là. Et donc là on a les parents, les enfants, les petits-enfants, les beaux-frères, belles-sœurs et chacun a un peu sa spécificité. C'est pas tiré par les cheveux, c'est pas too much. En même temps c'est assez subtil et c'est très représentatif de notre société sur, j'ai trouvé en tout cas dans ce film-là, le rapport à la drogue, le rapport à la productivité, le rapport à l'argent, l'ubérisation des sociétés. Et puis la précarité surtout évidemment et j'ai trouvé ce film touchant avec des acteurs qui sont la troupe de Guédiguian, donc il y a toujours Ariane Ascaride, il y a toujours Anaïs Desmoutiers et il y en a d'autres encore, mais pour moi c'est encore une fois un film qui est réussi et qui fait un beau portrait de notre société. Mon cinéma que j'aime, c'est un peu ce cinéma-là et je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi c'est ce qui me parle parce que je m'y identifie beaucoup. Donc que ce soit Téchiné, que ce soit Haneke, que ce soit les Frères Dardenne ou Guédiguian, c'est souvent du cinéma comme ça. Mais je vais pas vous mentir, c'est le cinéma qui me plaît le plus. Donc voilà, je vous ai un peu partagé les trucs que j'aimais moi. Et puis, encore une fois, il y a tellement de bilans culture et de gens qui partagent ce qu'ils rencontrent culturellement dans leur vie que si mes goûts vous plaisent pas nécessairement, vous trouverez bien meilleures ou bien différentes herbes dans d'autres champs. Et c'est tant mieux parce que c'est la diversité qui fait du bien. J'espère que ce bilan culturel vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de voir des choses, surtout de voir des choses finalement. J'espère que vous survivez à ce confinement et que vous en profitez pour vous retrouver avec des bouquins, avec des films ou avec des séries que vous n'avez jamais eu le temps de regarder. N'oubliez pas que j'ai une playlist bilan culture et qu'on en est je pense au 28e ou quelque chose comme ça et que ça fait quasiment 4 ans que je parle des objets culturels que je rencontre. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres épisodes si vous voulez d'autres références, que ce soit en roman graphique, en podcast ou même en série ou en Netflix ou des choses comme ça. Vraiment je parle de beaucoup de choses
dans tous les autres bilans culture. Je reviendrai prochainement pour un bilan culture post-confinement, puisque pendant ce confinement je lis et je regarde des nouveaux trucs. Et qu'en fait je me rends compte comme d'hab que quand je suis devant la caméra pour parler des choses qui me passionnent, ça me fait du bien et j'espère que ça vous aura fait plaisir aussi. Si vous avez des choses à me recommander, surtout n'hésitez pas, vous commencez à me connaître, à savoir ce que j'aime et ce que j'aime pas, donc n'hésitez pas, notamment pour ce qui est du cinéma. Du fait de mon manque d'attention, j'ai du mal à me mettre dans des films qu'il faut que je vois si je suis pas sûre et certaine que ça va être des coups de cœur ou des films où je me dis ok c'est un bon film type, comme j'ai pu vous en évoquer plein aujourd'hui. Donc surtout n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de voir des films auxquels je peux m'accrocher vite parce que, encore une fois, problème d'attention. Voilà, j'ai d'ailleurs perdu le début de ma phrase. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, à la commenter ou à la liker si ça vous a plu parce que ça fait du bien pour le référencement et que mine de rien ça me prend du temps de faire ces conneries. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous.